Bonjour à tous. Lorsque l'on fait une visite guidée au musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, elle se termine généralement par la découverte d'un temple. De la même manière, lors des TBO, des conférences ou des journées du patrimoine, vous avez aussi la possibilité de découvrir des temples. Pour ceux qui n'en auraient pas encore eu l'occasion, mais aussi pour ceux qui aiment les jeux d'énigmes, je vous invite à suivre cette vidéo. Nous allons découvrir un jeu vidéo sous forme d'escape game. Bon, à mon sens, c'est plus un jeu d'énigmes, mais nous n'allons pas rentrer ici dans la polémique de ce qu'est ou non un escape game. Un jeu donc créé en 2020 qui se passe dans un temple et ce sera l'occasion de parler de ce que l'on trouve dans ce lieu étrange. C'est un des derniers lives de l'été, avant de revenir au format habituel de moins de 10 minutes. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce type de format long vous plaît, pour que j'en refasse tout au long de l'année. Et de même, dites-moi si vous souhaitez que j'explore d'autres jeux, séries ou films autour de la franc-maçonnerie. Et dans tous les cas, pour en savoir plus sur la franc-maçonnerie, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez. Et on va commencer ce nouvel escape, le mystère du temple. Et vous allez voir, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus dans les rites continentaux, donc c'est-à-dire les rites que l'on pratique en France. Donc on va un peu plus s'y retrouver pour les maçons qui seront là. Je rassure ceux qui ne sont même pas maçons, franchement, si vous n'êtes pas maçon, ce jeu-là, pour le coup, il n'est pas jouable. Ça fonctionnait pour celui de la semaine dernière, mais ça ne fonctionnera vraiment pas pour celui-là. Et puis vous allez voir, on va apprendre, je pense, pas mal de choses. Pour commencer, il faut savoir que c'est pas véritablement un jeu vidéo. En fait, c'est quelque chose qui est développé avec Geniali. Alors Geniali, c'est un outil qui va permettre de faire des présentations, de faire des outils, de faire un peu de e-learning aussi. Donc c'est un outil vraiment qui facilite, qui permet faire ce qu'on appelle du no-code pour faire une petite application. Et c'est ce qui a été fait l'année dernière, puisque à ma connaissance, ce à quoi on va jouer ce soir, ça a été développé en mai 2020, je pense lié directement au temps du Covid, par un Français dont le pseudo est ANTFM. J'essaye de rentrer en contact avec lui, ne serait-ce que pour savoir s'il a d'autres actus, d'autres choses de prévues. Si jamais c'est le cas, je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube qui sortira, pas ce samedi, mais samedi prochain sur ça. Donc voilà un petit peu la situation. Donc on va commencer ce jeu-là, tout le monde est bienvenu. Au niveau des questions, au niveau de tout ça, on va essayer, puisque c'est un jeu qui, pour le coup, à la différence de la semaine dernière, est très tourné vers les symboles. Donc on va avoir beaucoup de symboles. Donc on va essayer d'être plutôt dans les questions sur la symbolique. Donc on commence. Petit mode d'emploi. Donc vous voyez, un petit mode d'emploi. Donc si je clique sur le mode d'emploi, voilà, on nous explique que simplement, il va falloir fonctionner à la souris. Hop, je fais un petit gros plan. Dans un escape, il faut le chercher et trouver. Dans la version numérique, il faut explorer des lieux à l'aide de la souris. Donc les symboles, c'est la souris. Voilà, il n'y a rien de spécial. Quand on clique sur quelque chose, forcément, il y a une petite main qui va apparaître. On est sur un point and click assez classique. Et quand il y a ce petit symbole-là, en bas, la petite croix, ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer l'objet en question. Voilà, bon, très simple comme mode d'emploi. Et donc, nous allons commencer. Ok, frapper régulièrement pour entrer. Alors, normalement, quand on rentre dans un temple, quand on frappe à la porte d'un temple, en maçonnerie, on tape selon un rythme particulier. Je pense pas que le jeu permette de gérer vraiment ça, et surtout, on n'a aucune indication sur le rite. Or, c'est le rite qui va nous dire comment on fait. Est-ce que ça va être généralement ces 3 coups, en tout cas au grade d'apprenti, c'est 3 coups, mais est-ce qu'ils vont être espacés, pas espacés? Est-ce que ça va être 2 plus 1? Est-ce que ça va être 1, 1, 1? Est-ce que ça va être 1 plus 2, etc. Ça va prendre du rite. Pour le coup, on n'a aucune indication sur le rite, donc on va taper, voilà, si on clique une fois, 2 fois, il a fallu taper 4 fois, mais bizarrement, voilà, ça fait toc toc toc, 3 fois, on rentre. Et là, on est
dans un temple. Pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, on a quand même galéré à arriver dans un temple et c'était pas vraiment un temple tel qu'ils existent notamment en France. Donc là au moins ça ressemble à un temple maçonnique et on va passer un peu de temps pour le décortiquer. Si je clique sur le i, parce que c'est quand même écrit en gros, tu es entré dans le temple, ce coffre a été déposé sur le pavé mosaïque, mais il est fermé par un cadenas. Tu vas devoir l'ouvrir. Pour y arriver, explore le temple et trouve les 4 chiffres du code. Cherche et tu trouveras. Clique sur le bouton avec la petite flèche pour avancer. Alors déjà, c'est un peu étonnant puisque 4, on n'aime pas bien les 4 en maçonnerie. On a du 3, on a du 5 régulièrement. 4, c'est étonnant. Donc là, on va être à un chiffre. Hop, si je clique dessus, si je clique sur le cadenas, effectivement, ça a l'air d'être en plus des différents. Code faux recommence, ouais, on s'en doute. Donc voilà, donc il va falloir faire 4 chiffres. Ok. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc juste petite description d'un temple, hein, si jamais vous avez l'occasion d'aller notamment dans un musée maçonnique, vous allez souvent avoir en plus une petite visite des temples. Donc je vous fais finalement la petite visite que vous allez retrouver généralement 3, 5, 7, 9. Je pense qu'il y en a qui veulent déjà qu'on gagne. On va pas le faire, mais pour le coup, je pense pas que ce soit ça. Mais on va quand même tester. Allez, on va tester. On est des fous. 3, 5, 7, 9. Non, ça ne marche pas. Ça aurait été le jeu le plus court de l'histoire. Donc, pour vous représenter un peu donc, rapidement, comme je vous le disais, si vous allez visiter les musées ou un temple, vous allez retrouver à peu près la même chose. Vous avez, au-delà de la petite estrade que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'Orient. Donc l'Orient, on a en représentation la Lune, que vous voyez ici. De l'autre côté, on va avoir le Soleil, qui est le pendant. Et puis au milieu, pas la plus belle représentation qu'on ait vue, mais ce qu'on appelle un delta radieux, donc c'est-à-dire le triangle avec l'œil au milieu. Alors vous voyez que même dans cette représentation-là, dans cette photo, le delta est coupé, ce qui montre quand même qu'on n'est pas que c'est pas un truc sacré non plus pour nous, hein, ce delta. On peut avoir une représentation comme ça ne nous pose pas un très gros problème, surtout sur un jeu comme ça. On va retrouver donc normalement à ce plateau-là et cette chaise, c'est en fait le plateau du vénérable maître, de celui qui va présider les travaux de la tenue. Et d'ailleurs, on voit son maillet qui est à côté. À sa droite, vous allez avoir, qu'on voit derrière la petite balustrade, le plateau du secrétaire. Et de l'autre côté de la balustrade, le plateau de l'orateur, qui est un autre officier, qui est quelqu'un qui est en charge que tout ce qui va se faire et se dit est en phase avec les règlements généraux, règlements intérieurs de la loge. Voilà. Ensuite, à côté, ici, on a ce qu'on appelle le plateau du trésorier, soit un peu d'argent normalement dans le coin. C'est tout payer toutes les cotisations annuelles. Et puis, juste le pendant de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'hospitalier. C'est lui qui est en charge de s'assurer que tous les frères ou toutes les sœurs vont bien et puis leur venir en secours, notamment financier, si jamais il y avait besoin. Voilà ce qu'on va retrouver. Au centre, on retrouve, ça dépend des dispositions, mais vous voyez une sorte de petit hôtel. On ne voit pas très bien dessus, je zoome un peu, mais dessus, on va avoir une équerre et un compas. On le retrouve souvent. Selon les rites, selon les loges, on va y retrouver aussi une Bible régulièrement ici. Voilà, ici, il n'y a pas de Bible, mais en tout cas, on pourrait en avoir une. Et puis, les 2 rangées de chaises, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les colonnes. Donc, à gauche, sur l'écran, la colonne dite du nord, et de l'autre côté, la colonne dite du sud. Voilà, pour un peu le tour d'horizon. Il y a donc 2 pierres que vous voyez en bas, une pierre dite cubique, une pierre brute pour les apprentis, donc qui est du côté nord, là où sont les apprentis, et une pierre cubique à droite,
là où sont normalement les compagnons. Donc on est dans une disposition là à peu près normale d'un temple de rite dit continental, c'est-à-dire rite français ou RE2A. Il manquerait un peu des piliers au milieu, il manquerait 2-3 choses, mais en tout cas, dans un temple pas en tenue, hein, en préparation d'une réunion, ça ressemble à peu près effectivement à ça. Donc ce qui n'est pas normal, c'est ce coffre au milieu. Donc on a bien compris que c'est ça finalement qu'il va falloir faire, c'est ouvrir ce coffre. Je ne pense pas qu'on soit sur un jeu très complexe où il y ait 12 000 missions. Hein. La vraie mission, c'est d'ouvrir ce coffre et d'aller se balader pour aller trouver les 4 chiffres qui font ce coffre-là. Il y a là, normalement, une patente. La patente, c'est une sorte de diplôme, d'autorisation plutôt, que la loge reçoit quand elle ouvre, quand elle est créée. Donc il y a une patente. Donc si je clique sur la patente, parce qu'elle est cliquable, qu'est-ce qu'on voit ? Au nom et sous auspices de la franc-maçonnerie universelle, qui est une formule qu'on retrouve parfois dans les courriers, notamment des maçons, il y a plusieurs espaces à explorer. Le centre du temple, l'orient, les colonnes, le plateau du Vénérable. Donc il y a 4 espaces. Donc je pense qu'il y a 4 images comme on l'a vu là. Ça, je pense que on doit être sur le centre. Il y aura donc l'orient, les colonnes, le plateau du Vénérable. Et quand on circule, pour circuler dans le temple, cherchez les boutons avec un œil qui apparaissent, qui vous permettent, quand on passe la souris, permettra de se déplacer et les objets peuvent bouger pour découvrir des ressources cachées. Note les chiffres quand tu les trouves et clique sur le plateau du secrétaire pour plus d'informations. Ok, donc plateau du secrétaire. Oui, bon, plateau du secrétaire, il nous renvoie les infos il faut cliquer avec la souris. Super. Donc là, on voit déjà qu'il y a des yeux. Donc les yeux, ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer dans ces endroits-là. Avant, on va peut-être cliquer un petit peu à droite, à gauche. Voilà, on peut aller donc sur les colonnes, c'est ce qu'on nous avait dit. Ça doit être pour aller à l'orient. Ok. Je regarde s'il y a des trucs qui bougent. Ah ouais, ça bouge. Donc la pierre brute, elle bouge. Ok. Et on peut même la déplacer. Et derrière, il y a une sorte de carnet. Quand on clique dessus, quel âge as-tu au grade d'apprenti? Ce chiffre est le premier du code du cadenas. Bon, c'est pas très compliqué. Je pense que même si vous n'êtes pas franc-maçon, en cherchant un peu, vous allez trouver que c'est 3. Mais c'est quand même pour ça que je dis que il me semblait bien que ce jeu était quand même plutôt pour les maçons, parce qu'il va y avoir quelques réflexes comme ça qu'il faut avoir, ou sinon il faut aller chercher sur Internet. Je pense que si vous tapez âge apprenti franc-maçon, vous allez prendre une fraction de seconde sur YouTube pour trouver que c'est 3. Donc voilà, donc on a un 3, et puis après quelque chose. Il y a quelques propositions qui ont été faites tout à l'heure, 3, 5, 7, quelque chose. À mon avis, on va pas être très loin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir, on peut aller voir les colonnes. Avant d'aller voir l'Orient, on va aller voir les colonnes. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le pavé mosaïque au RE2A et au RER? Je laisserai de plus experts que moi au RER en parler, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le tableau au RER, normalement, on peut marcher dessus, ce qui est totalement impossible au RE2A. Donc, j'ai cliqué sur les colonnes. Donc, en cliquant sur les colonnes, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites choses qu'on peut bouger. Donc ça, une petite branche qui rappellera des choses à certains. On peut pas la déplacer. Ouais, on peut la déplacer, mais c'est pas... Voilà, ça sert à rien. En tout cas, ça n'a pas l'air. Un tablier, regardez, c'est un tablier de compagnon. Si c'était d'apprenti, la petite bavette qu'on voit au centre serait remontée. Et un donuts. Alors le donuts n'est absolument pas un outil maçonnique, mais je pense que ceux qui ont codé ce jeu aiment bien les éléments un peu facétieux. Ok, bon, je vois rien d'autre dessus. Bon. Où est-ce qu'on peut? On peut toujours bouger ça. Ok, ça revient. Et on revient dans la position avant. Ok, on va aller voir l'Orient. À l'Orient. Donc l'Orient, qu'est-ce qui a bougé depuis tout à l'heure? Quand j'ai cliqué sur l'Orient, regardez, établi sur le tableau du trésorier, je vous ai dit, c'est lui qui gère l'argent, donc forcément une petite liasse d'argent. Et si je clique dessus,
Ok, une petite vidéo de Donald qui compte son argent. Et si je vais sur l'hospitalier avec des pièces d'or, à mon avis c'est plutôt des centimes que des pièces d'or, connaissant les troncs de la veuve. Oh, on a carrément, ok, Picsou dans, ça va rappeler des choses aux, ceux qui ont la quarantaine. D'ailleurs, bah, je pense que ça doit être à peu près l'âge de la personne qui a codé ce truc-là, puisqu'il y a quand même des références qui sont assez liées. Ah, on trouve aussi une équerre. Je ne sais pas s'il faudra y faire quelque chose, mais effectivement, l'équerre, c'est un outil important en franc-maçonnerie. D'ailleurs, on le trouve déjà ici représenté, hein, équerre et compas. Et d'ailleurs, sur on ne le voit pas très bien, mais dessus, il y a aussi une équerre et un compas. Bon, est-ce qu'on en fera quelque chose? On verra. Il y a sur le plateau du Vénérable une bougie qui peut bouger, son maillet qui ne peut pas bouger. Ah, j'ai cliqué sur le plateau de l'orateur. Donc l'orateur, je vous dis, c'est celui qui est le gardien de la loi, finalement, des règlements. Quand je clique dessus, les constitutions d'Anderson qui datent donc de 1723 pour les premières et 38 pour la réédition. Qui sont les règlements de la franc-maçonnerie moderne telle qu'elle a été développée à cette époque. Et un outil pas très maçonnique, mais qu'on retrouve quand même très souvent en loge, un ordinateur portable sur le plateau du secrétaire, parce qu'effectivement, le secrétaire a en charge de prendre le compte-rendu de ce qui se dit, et forcément, aujourd'hui, ça se fait plutôt par informatique que par saisie directe. Donc si je clique dessus, ok. Donc si je clique dessus, il me dit décode le mot secret en utilisant le chiffre des francs-maçons. Et j'ai une table de correspondance qui est là. Et j'ai une petite info peut-être quelque part. Non, si je clique dessus. Ah oui. Ok, si je clique dessus, on me dit dans le chiffre des francs-maçons, chaque lettre est remplacée par un symbole secret qui correspond à sa place dans la grille. Le A, première lettre de la grille, est représenté par un trait formé par la partie du carré où il se trouve. Un point marque la différence entre deux lettres placées dans la même position. Donc ça, on est en train de vous révéler un grand secret en vous montrant ça, puisque si vous avez le manuel des castors juniors, qui existe vraiment, qui est vraiment une édition, qui ont été faites, donc je ne sais pas si c'est un lien avec les canards qu'on a vu tout à l'heure, Donald et Picsou, mais dans le manuel des castors juniors, vous allez trouver ces tableaux de correspondance assez régulièrement. Enfin, en tout cas, il y a toute une page dessus, avec même, je crois, plusieurs. Donc on n'est pas sur un secret énorme, sachant que de toute façon, en plus, il existe plusieurs variantes, notamment en fonction des rites et des grades. Là, on est sur quelque chose d'assez simple. Donc, si on prend cette logique-là, regardez, voilà les lettres qu'il faut qu'on décrypte. Donc, le premier, ça ressemble à un V. En fait, c'est pas un V, c'est donc dans les tableaux du bas, vous voyez, le V, c'est là où on va avoir le S. Donc le premier, c'est un S. Ensuite, le carré. Le carré, il n'y a pas de point, c'est un E. Calista qui nous dit qu'elle se sert de toute façon de cet alphabet dans les chasses au trésor pour enfants. Bah ouais, mais effectivement, à partir du moment où c'est dans le manuel des 14 juniors, il n'y a pas de raison. Donc S, E le deuxième. Là, on va être sur donc, une sorte d'équerre dans ce sens-là, c'est le C. Là, équerre dans l'autre sens et avec un point. Donc on va être sur le R, équerre dans l'autre sens avec un point. Le carré, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est carré sans point, c'est un E. Et ensuite, hop, ce signe-là qui va se retrouver en bas. Hop, et donc le mot, c'est secret. S-E-C-R-E-T. Hop. Le troisième chiffre du code est 7. Donc, je vous rappelle, premier chiffre, 3, on l'a eu tout à l'heure. Deuxième, on ne sait pas encore. Troisième, c'est 7. Et quatrième, on ne sait pas encore.
Ok, donc les intuitions données tout à l'heure vont plutôt dans le bon sens. On me demande, est-ce que tous les officiers d'une loge sont élus démocratiquement ou sont nommés par le vénérable maître? Eh bien, ça dépend des rites. Il y a la plupart des rites, en tout cas en France, c'est une élection, mais il peut y avoir une désignation du vénérable maître sur certains offices, sachant que les offices financiers, notamment trésorier et tuileur, je ne rentrerai pas dans le détail, sont de toute façon forcément élus parce que on est lié à l'argent, donc de toute façon, il faut qu'il y ait une élection en plus de celle du vénérable. Donc le vénérable ne fait pas n'importe quoi avec le trésor de la loge. On revient là-dessus, donc il nous en manque encore deux. Il nous en manque encore deux. On n'est pas allé sur le tableau du vénérable. Ok, alors comment on y va? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait aller au centre, sur les colonnes, à l'Orient et plateau de Vénérable. On est allé à l'Orient. On n'est pas allé sur le plateau du Vénérable. Ok. Plateau du Vénérable. Ok. Bon, là, on est donc à la place du Vénérable. Ça ressemble, pour l'avoir été, ça ressemble à peu près à ça. Oh, trop bien. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, il y a toujours le donuts qu'on avait vu tout à l'heure, qui était déjà sur les colonnes. Donc, vraiment, le donuts, à mon avis, il ne sert à pas grand-chose. C'est plus parce que c'est marrant. Quand on clique dessus, de toute façon, il ne se passe rien. Et de l'autre côté, alors là, plus pour les amateurs de manga, on a le Death Note. Si vous ne connaissez pas le Death Note, ben, je vous invite à lire ce manga, voire même à le regarder aller en animé. C'est vraiment un excellent manga et je trouve marrant que l'auteur nous laisse ça comme indice. Trouver du Death Note quand on parle de maçonnerie, j'aime bien. Je vois pas vraiment de lien, mais en tout cas, je vois qu'on est de la même génération et qu'on a les mêmes références, et ça, c'est marrant. Et c'est pas toujours le cas en maçonnerie. Alors, on regarde là maintenant la loge, vous avez vu, dans l'autre sens, donc je voulais juste vous présenter. Donc là, on est sur le plateau du premier surveillant. Allez, vu la disposition, on est plutôt en rite français ou en RER. Donc ici, c'est le plateau du premier surveillant. Et donc premier surveillant qui s'occupe notamment des compagnons qui sont sur la colonne qui est juste devant lui. Et de l'autre côté, j'ai une mauvaise connexion avec Insta, j'espère que ça va revenir. Et de l'autre côté, nous avons le plateau. Hop, petit problème de connexion sur Insta. Et donc de l'autre côté, nous avons le plateau du second surveillant qui lui s'occupe des apprentis qui sont là et qui normalement n'ont pas le Death Note. Si quelqu'un devait avoir le Death Note, et on va le remettre chez le Véné. Pas exagérer non plus. Qu'est-ce que... Alors donc là, il y a une sorte de cierge ou de bougie sur le plateau du second surveillant qui est dit: mon premier devoir est de m'assurer que le temple est couvert. C'est effectivement, quand on ouvre, on dit qu'il faut que le temple soit couvert, dans le sens où il faut que les choses soient, que le temple soit fermé et bien gardé, puisque on va parler de nos secrets finalement, et donc il faut être sûr qu'ils ne puissent pas être divulgués. Et de l'autre côté, si je passe la souris, est-ce qu'il me dit quelque chose? Ah, ok, d'accord. Elton John, Condemn the Wind. Bon, ok. Il a beaucoup d'humour, c'est la personne qui a programmé ça. Ensuite, tiens, si je mets sur la porte est bien fermée, le temple est dûment couvert. Donc ça, c'est ce qu'on dit, effectivement, c'est la réponse pour que le temple soit couvert. On dit qu'effectivement, qu'il est dûment couvert. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer les travaux. De chaque côté, il y a normalement les colonnes. Si on est dans une disposition, effectivement, française, on sera avec un B et un J, ou l'inverse si on est au RE2A. En tout cas, là, ils ne se sont pas mouillés, hein, on voit pas bien. On ne sait pas si c'est un ou l'autre. Ah, si je mets Si je mets la petite souris là, on a un petit truc qui dit si tu l'as vu, c'est que tu as l'âge. Effectivement, à un certain grade, il y a quelque chose qui se passe ici. On est bien au rite français toujours. Mais par contre, ça fait absolument pas avancer le schmilblick. On a cet équerre qui est là.
mais on n'avance pas. Bon, on va s'occuper de ce qui se passe sur le plateau du Vénérable. Donc le Vénérable a une épée, qui est une sorte de la lame torsadée, c'est ce qu'on appelle une épée flamboyante. Donc c'est effectivement ce que le Vénérable a sur son plateau. Et il a un maillet qui, pour rythmer les travaux, on dit souvent que l'épée représente le pouvoir, on va dire, spirituel, et le maillet, le pouvoir matériel. Donc voilà pour ce qu'on y trouve. Là, il y a un livre, je me suis dit lire et écrire, mais je vois pas ce qu'un livre viendrait vraiment faire là. Bon, on peut le bouger. Bon, le Death Note, c'est moi qui l'ai mis. Pas de chandelier. Ouais, c'est bizarre. Normalement, effectivement, il devrait y avoir un chandelier. Mais en fait, la disposition, elle n'est pas complètement finie. Donc, on ne sait pas si les travaux sont ouverts, peuvent être ouverts ou pas, etc. On est sur un entre-deux. On est presque plus sur une photo d'un temple avant la mise en place, finalement, pour les travaux. Et puis, on voit bien que, de toute façon, que les quelques bougies qui ont été rajoutées sont rajoutées vraiment un peu grossièrement, on va dire. Et il n'y a effectivement pas de chandelier, ce qui est étrange. Donc on peut bouger. Ah, pardon. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc on peut bouger donc, tous les objets. J'avais bougé déjà le livre. On peut bouger la bougie. Et on a une montre. Alors ça, c'est marrant. Et je pense que la personne qui a fait ça a été vénérable, ou en tout cas connaît bien son vénérable, parce que c'est souvent le cas. Il n'y a pas d'horloge dans le temple, et il faut quand même rythmer un peu les travaux. Donc le vénérable, généralement, met sa montre sur le côté, et comme ça, il peut suivre un peu le timing. Donc c'est marrant qu'on ait cet objet-là, qui est très incongru dans le sens où il n'est pas rituel, et pourtant, en pratique, c'est vraiment un outil, on va dire, qu'on retrouve très souvent sur le plateau du Véné. Par contre, je ne sais pas quoi en faire. Si je clique dessus, pareil, non. Ah oui, ça, le Death Note, il s'ouvre et... Ah, j'ai cliqué sur la montre et elle a changé de place. Enfin, les choses se sont remis en place. Le livre s'est remis en place. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Hop, je suis resté là. Et c'est la... Il y a une montre qui est apparue avec le 2, l'heure qui passe de 2 à 3. Et pardon. Et si je reviens sur la montre, quelle heure est-il à l'ouverture des travaux? Cherche l'horloge cachée dans le temple. S'il est l'heure du travail, elle te donnera le deuxième chiffre du code. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Pour moi, ça doit être l'horloge cachée. Par contre, pour le coup, ça, c'est pas 5 minutes qui passent, parce que c'est les heures. Donc, normalement, ça, ce serait 1 heure. Et que ce soit 2 heures ou 3 heures, c'est pas une heure. On va dire que c'est pas une heure maçonnique. Ça peut être 1 heure pour les santé parce que ça fait une équerre. Mais c'est pas une. Hop, 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 hop. Regardez. Hop, j'ai bougé un peu ma souris. Et là. Hop. Et là, pour le coup, cette autre. Donc, il y a certainement 2 ampoules. Pas 2 ampoules, 2 cadrans. Et là, pour le coup, il indique bien midi. Et là, midi, ça fait partie des heures, on va dire, maçonniques. Et si je clique dessus, il se passe un truc. Ouais. Le deuxième chiffre du code est 5. Est-ce qu'on est vraiment très surpris? Pas vraiment. Encore une fois, on s'adresse. Il y a pas mal de références quand même pour les maçons. Et donc qu'on soit sur 3, 5, 7, c'est pas très très étonnant puisque c'est une série de chiffres que l'on retrouve assez souvent en maçonnerie. Par contre, il nous manque le dernier. Si on réfléchit, à l'Orient, on a eu quand on a regardé l'Orient, on a eu le truc du secrétaire.
avec, avec le truc du secret. Il y avait ça, qui nous avait donné une déposition. Je crois que c'est le 7. On avait déplacé ça qui nous avait donné le 3. Et sur le plateau de Véné, on vient de trouver le 5. Il y a un seul endroit où on n'a rien trouvé tout à l'heure, c'est les colonnes. Alors on avait regardé cette colonne-là, on va aller voir celle-là. Pardon, j'en montre. On était allé voir celle-là de colonne. Et on va aller voir maintenant celle-là, si ça change quelque chose. Bon, c'est pareil. En fait, en bougeant, en changeant finalement de colonne, j'arrive pourtant à la même image. Toujours ce donuts qui est pas maçonnique. En plus, normalement, on mange pas dans le temple, quoi. Donc vraiment pas. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil. On a ce tablier de compagnon. Et on a l'acacia qui parle plutôt au maître. Et par contre, on n'a rien pour les apprentis. On n'a rien pour les apprentis. Est-ce qu'il y a un truc? Ah, regardez. Si je passe la souris là, j'ai une petite main. Ok, si j'enlève le coussin, je sais pas, ça n'arrive pas très souvent quand même d'enlever le coussin. Donc si j'enlève le coussin, je tombe sur un livre, La Loge maçonnique. Ça doit être ça, je crois. Hein. Ouais. Hop, le focus n'est pas terrible. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Oula! Ok, donc là, il y a toute une page qui s'est ouverte. C'est donc les pages du manuel des apprentis sont toutes mélangées. Associe chaque tablier à son grade ou à son rite. Ok. Donc il faut qu'on clique dessus pour... Ok, donc ça on le voit à chaque fois. C'est très étrange. Pourquoi je vous dis que c'est très étrange? Parce que là, on va refaire le jeu, on va dire ce que c'est, mais là pour le coup c'est un tablier plutôt de la GLNF. Et à ma connaissance, à la GLNF, ils n'ont pas de Memphis Misraïm. Donc c'est un peu un mix de pas mal de choses. Donc c'est intéressant parce que ça permet de ne pas se limiter finalement au rite d'une seule obédience. Mais c'est presque étonnant de trouver une telle variété ici. Bon, écoutez, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Je pense qu'on a avancé assez vite. Et je pense que techniquement, je regarde juste rapidement l'heure. Okay, on a mis une demi-heure et à mon avis, on est sur la fin parce que je pense que vu les petites énigmes à chaque fois, une fois qu'on aura résolu ça, je pense qu'on aura le dernier chiffre qui nous manque. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. Je vais cliquer sur un des tabliers et puis vous allez me dire ce que c'est. Allez, on va commencer par celui-là. Non, attendez, on va commencer par celui-là. Celui-là, c'est simple, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais attendre que quelqu'un le mette en commentaire. Donc celui-là, c'est le tablier de quel grade? Donc, apprenti, compagnon, maître. Compagnon, merci Jonathan. Effectivement, ça doit être... Pourquoi je ne peux pas l'associer par contre? Ah si, ok. Faut que je déplace dessus. Ok, ça le fait disparaître. Très bien, donc je l'ai un peu cité tout à l'heure aussi. Quasiment le même, mais un peu différent. Celui-ci, c'est celui de... Avec la bavette relevée. Apprenti, merci encore Jonathan. Je pense qu'il n'y a que Jonathan qui joue. On va voir si Jonathan, il maîtrise bien après la suite. Merci Félinou aussi. 2 qui suivent. Ah, Isabelle, super. 3. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va parler tablier. Alors, on va déjà éliminer celui qui n'est pas de la même couleur que les autres. Donc le rouge, à votre avis, c'est quel rite? Isabelle, elle devrait savoir. Parce qu'on s'est croisés à un endroit où
Ils ont beaucoup de tabliers rouges. Et effectivement, c'est le RE2A. Donc le rite écossais ancien et accepté. Je le dis, je le rappelle, c'est un rite qui, quand il est arrivé en France en 1804, commençait au quatrième grade. Donc il est de 4 à 33. Et non, Félinou, ce n'est pas Marlborough, et non, ce n'est pas Google non plus. Mais quand il est arrivé en France en 1804, il n'y avait que les quatre. Ça ne commençait qu'au quatrième grade, puisque c'est un rite dit écossais, ça voulait dire au grade à ce moment-là. Et donc, en France, ils ont dû créer les 3 premiers grades. Il y a quasiment qu'en France qu'on pratique les trois premiers grades au RE2A. Et ce rouge a été pris en commémoration avec la Légion d'honneur, créée quelque temps plus tôt par Napoléon, puisque les tabliers ont toujours une couleur qui renvoie à une très haute distinction honorifique pour être une sorte de nivellement vers le haut. C'est pourquoi avant ce rouge-là, effectivement, on était plutôt sur du bleu, et on va aller sur les bleus ensuite, qui renvoyait à l'ordre de chevalier du Saint-Esprit, qui était la plus haute distinction, le plus haut ordre de chevalier qui était pratiqué en France. Donc on va faire disparaître le RE2A. On ne va pas faire disparaître le RE2A. Détendez-vous. S'il y a des gens de la GLDF qui nous écoutent, je suis désolé. En tout cas, voilà. En tout cas, le tablier, pour le coup, disparaît. Il nous en reste 3. Donc les 3, moins un relativement simple, un avec un liseré violet, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est violet, et l'autre, je l'ai ouvert tout à l'heure, avec des trucs qui pendouillent, et le bleu, blanc, rouge. Donc, qu'est-ce qui se risque à faire une association, puisqu'il nous reste donc rite anglais style émulation, il nous reste rite français, et il nous reste rite Memphis-Misraïm. Qui fait un test? Jonathan, c'est pas suffisant. À droite, rite français. Effectivement, ici vous allez avoir donc, le tablier du rite français. Du rite français, notamment du Grand Orient de France, le rite dit groussier, qui est une variante français moderne. Il existe des tabliers dits de français rétabli, où on va être sur un bleu plus clair et généralement un peu plus décoré. Mais là, on est vraiment typique des tabliers classiques du rite français tel qu'on le va voir au Grand Orient de France. Hop, donc j'associe les deux. Tout à l'heure, j'ai vu Jérémy qui nous disait que celui du milieu, c'était Memphis-Misraïm, et c'est bien le cas. Donc Memphis-Misraïm, qui généralement reprend dans les... Vous avez vu, il y avait des lettres tout à l'heure sur le tablier du rite français. Là, on a finalement ces mêmes lettres, mais avec l'alphabet qu'on a vu tout à l'heure, l'alphabet dit maçonnique. Donc c'est bien Memphis-Misraïm, qui est un rite, un système de rite égyptien, d'inspiration égyptienne. Et donc il nous reste le dernier, émulation à gauche, effectivement, comme le dit Steve. Moins pratiqué en France, pourtant quasiment le seul rite en Angleterre. Donc il y a vraiment des gros décalages entre les différents pays, entre les usages, entre les rites qui sont pratiqués, et donc forcément aussi dans les visions de la maçonnerie. On a cette chance en France d'avoir une très très grande diversité de rites. On est parmi certainement les pays à en avoir le plus, mais le contre-coup de ça, c'est que finalement, on manque forcément un petit peu d'unité. Si vous avez autant de rites différents, autant de pratiques différentes, vous avez parfois un peu de problème à parler d'une même voix. Hop. Et effectivement, une fois qu'on a fini ce puzzle, le 4e chiffre du cadenas est 0. Alors autant le 3, 5, 7 c'était évident, autant le 0, il fallait vraiment aller le trouver, quoi. Donc, et ben voilà, je pense qu'on a à peu près tout, à moins qu'il y ait une petite énigme encore dedans. On va essayer de le faire bien. Donc, allez, 3, 5, 7,
0. Ok, donc le cadenas a disparu, j'ai un petit i. Ce cadenas est débloqué, clique sur le coffre pour l'ouvrir. On va pas se priver. Et donc si on clique sur le coffre, hein, je pensais qu'il y aurait plus de choses que ça. Donc célébrons ton succès par une triple et chaleureuse batterie. J'aime beaucoup cette association de gifs et de références pop dans ce jeu. Ça n'a absolument rien à voir, c'est pas moi qui en suis l'auteur, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir avec mes vidéos, et effectivement il y a quelques codes, on va se retrouver quelques codes en commun. Et c'est tout, bah écoutez, je pense qu'on a fini. C'était pas très 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 compliqué. Je suis pas sûr que le reveal soit assez incroyable, même s'il y a une petite standing ovation. Je m'attendais à mieux, notamment le jeu de la semaine dernière, au moins quand on arrive à la fin, on sort. C'était très étrange, mais bon, au moins il y a un truc. Bah là, on a trouvé une petite boîte. Et franchement, mais ils auraient pu mettre je sais pas, une pierre cubique, un truc, un machin. Enfin, je vois pas le délire. Je vois pas le délire de la petite boîte au milieu, mais en tout cas, on a réussi. Le trésor tout nul, et je pense que c'est la bonne conclusion de Félinou sur ce truc-là. C'est le trésor tout nul qui nous est proposé. C'est dommage parce que le jeu est sympa. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est plutôt pour les frangins. Je pense que ça a été fait en temps de Covid. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu remettre les pieds dans un temple. Donc je trouve que ça fait du bien de voir ça, d'avoir vraiment les vraies dispositions hein, telles qu'elles existent. Et puis je trouve que pour ceux qui ne sont pas maçons, on s'y retrouve, hein. Je pense que ça aurait pas été très très compliqué de s'en sortir, même sans connaissance. Puis ça permettait de voir le décor tel qu'il existe. Effectivement, comme le dit Calista, au moins la dernière fois, il y avait du vin, moins compliqué que l'autre, mais c'était sympa. Effectivement, l'autre, on a quand même eu l'outil ultime. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez aller squeezer directement jusqu'à la fin si vous voulez. Mais l'autre nous a quand même teasé un outil incroyable qui est un outil de référence chez les francs-maçons. C'est la fameuse boîte de Saint-Exupéry, tu y trouves ce que tu veux dedans. Ah ouais, c'est marrant. J'aime bien. Merci Jonathan pour cette ouverture poétique sur ce trésor qualifié auparavant de tout nul par Félinou. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Instructif, ludique et bien présenté surtout. Merci Félinou pour ce commentaire d'une très grande justesse, je trouve. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. C'était vraiment très sympa. Je vais avoir du mal à trouver d'autres jeux. Pour tout vous dire, il y a un autre jeu que je voudrais faire là prochainement, sauf que c'est sur Switch. En fait, je cherche des jeux parce que restons sur cette thématique-là. Voyons si d'autres jeux existent avec des références maçonniques. Le problème, c'est que dès qu'on creuse là-dessus, on trouve des vidéos complotistes qui vont nous expliquer que dans Mario, c'est Illuminati ou je sais pas quoi parce qu'il y a 3 triangles qui se baladent. La Triforce de Zelda, forcément, hein, c'est un truc de franc-maçon. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai trouvé quelques jeux, donc ceux que je vous ai présentés là. Mais surtout, il y a un univers maçonnique dans Animal Crossing. Et c'est ça que j'aimerais vraiment vous présenter prochainement. Dans Animal Crossing, il faut savoir qu'il y a des frangins, notamment américains, qui ont refait des îles complètes en refaisant des temples, en proposant des collections de tabliers, avec plein de choses. Franchement, c'est incroyable. Si vraiment un jour j'ai le temps, je ferai bien la même chose pour qu'il y ait des rites, des temples au rite français, mais c'est pas encore le cas. Et voilà, j'aimerais vous faire découvrir un peu ces univers maçonniques là. Pour le coup, c'est absolument pas caché. C'est des îles entières dédiées à la franc-maçonnerie dans Animal Crossing. Donc je vais chercher comment pouvoir vous les partager dans un prochain live et peut-être pas
peut-être pas jeudi prochain, ça va être peut-être un peu court, mais en tout cas, très rapidement, je reviens vers vous là-dessus, parce que je pense que c'est Animal Crossing très sympa et il y a vraiment, vraiment de quoi. Je pense qu'il y a plusieurs lives à faire sur Animal Crossing. Voilà, il me reste à vous souhaiter tous une très bonne soirée, vous remercier d'avoir suivi ce live, d'avoir été présent sur Insta et puis on se retrouve très vite sur les différents réseaux. Merci à tous et bonne soirée.